Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la médiathèque Jean-Pierre Melville. Merci d'être venus pour cette bibliothèque idéale, la bibliothèque idéale de Majid Cherfi, que je tiens à remercier sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Donc une bibliothèque idéale, vous allez présenter les titres qui vous ont influencé, qui vous ont plu, qui ont marqué votre vie, votre carrière, votre parcours. Vous allez passer au grill des Filles du Loir. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous cède la parole bien volontiers. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher Majid. Merci infiniment, en effet, d'avoir répondu présent pour cette bibliothèque idéale. On a entendu une musique en boucle. C'était celle, peut-être l'avez-vous reconnue, de la sarabande de Handel, parce que Majid Cherfi nous a soumis cette musique, la bande originale du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, datée de 1975. Alors peut-être de manière avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet des textes qui vous ont marqué, Majid, pourquoi cette chanson, pourquoi cette musique, qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce film? Alors, pourquoi une musique nous plaît ou nous touche? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais quand j'ai vu ce film, j'ai été happé par la musique et par une mélancolie à se jeter par-dessus le pont de la Garonne. Je suis adepte de la mélancolie. Alors, autant je suis capable de rire de choses idiotes, basses et grasses, autant je suis accessible à la mélancolie suprême. Et ce film atteint ce projet-là, et la musique vient recouvrir majestueusement ce sentiment-là. Et donc voilà, vous êtes là, vous êtes devant cette histoire, devant cette tragédie-là, vous êtes happé, et à la fin du film, vous mourrez. Film que je ne vous conseille pas, bien sûr. Et ça veut dire que vous avez revu Barry Lyndon, ça veut dire qu'il vous arrive de réécouter cette musique de Handel ou d'autres musiques mélancoliques du classique? Alors, dans le classique, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas amateur de classique, mais alors, par exemple, il y a ce Requiem c'est le plus célèbre des compositeurs classiques. Je suis Mozart. Et oui, mais je suis impressionné. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai le trac et Mozart, le Confutatis. Donc cette espèce de messe terriblement noire, et je suis dans une jouissance terrible devant je trouve la noirceur, je trouve qu'il y a dans la noirceur quelque chose de jouissif, donc il y a beaucoup de choses dans la musique classique. Et puis après, je suis amateur de mélancolie et de choses qui vont jusqu'au bout, qui ne font pas comme ça qui tortillent pas. Et je vais vous amener à l'enfer et on y va. Et pas je vais vous amener à l'enfer, on n'y est pas tout à fait. Et là c'est moins vibrant. Nous, on va essayer ce soir de vous emmener au paradis des livres. Et donc, je donne la parole à Delphine. Oui, alors peut-être avant de présenter cette bibliothèque idéale, je vous vole un tout petit peu la politesse. Je vous grille la politesse en présentant en quelques mots notre association, puisque cette rencontre est animée par les Filles du Loir. Donc nous sommes une association bénévole dont le cœur d'action est de créer du lien entre les auteurs et les lecteurs. Voilà. Donc on organise des bibliothèques idéales comme celle d'aujourd'hui,
en partenariat donc, avec Bibliocité et la ville de Paris. Et on remercie très chaleureusement Linda, voilà, grâce à qui nous pouvons encore organiser ces rencontres. Et un grand merci également à la bibliothèque Melville qui accueille cette rencontre. Majid Cherfi. Je veux dire un tout petit, un petit mot. Mon diplôme préféré, c'est le CAPES. Voilà, c'est dit. Le CAPES. C'est une blague, voilà. C'est fait. C'est pour nous aider à nous détendre, hein, je pense. Moi, j'en ai besoin, donc merci. Alors, Majid Cherfi, je vais vous présenter en quelques mots. Donc, depuis que vous êtes jeune homme, jeune garçon, vous avez une expression artistique plutôt versée dans les mots. Vous écrivez des poèmes assez jeunes et puis ensuite des chansons, puisque vous créez un groupe de rock qui va devenir le groupe Zebda. Et puis vous écrivez des nouvelles et puis des récits de plus en plus amples. On pourrait dire de votre parcours d'artiste que vous êtes de plus en plus prolifique, que votre langue se délie et que vos écrits deviennent de plus en plus denses. On en reparlera. Les thèmes qui traversent vos écrits, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui nous a particulièrement touchés. C'est celui de votre amour pour la langue française et plus particulièrement pour la littérature sous toutes ses formes, poésie, roman, mais on en reparlera. Une littérature que vous avez découvert grâce à l'école et grâce à des classiques, des grands classiques que visiblement vous avez lus, que vous lisez peut-être encore aujourd'hui, des grands noms comme Maupassant, Baudelaire, Camus et tant d'autres, des classiques de la chanson française aussi que vous citez beaucoup dans vos récits, Brassens, Nougaro, Brel, Ferré, enfin voilà. Et justement, donc on vous entendra pendant cette bibliothèque idéale autour des classiques. Ces classiques qui vous ont inspiré, visiblement, qui vous ont aidé à créer votre propre expression. Donc cette langue qui est la vôtre, que l'on retrouve dans vos récits. Donc je les cite ce soir parce que vous avez une actualité. La part du Sarrasin est sortie il y a peu de temps et avec la crise sanitaire, j'imagine que vous n'avez pas fait beaucoup de rencontres. Donc on est vraiment très, très honorés que celle-ci ait lieu. Donc parmi vos récits, il y a Livret de famille qui est paru en 2004, c'est ça. La Trempe en 2008. Ma part de Gaulois en 2016. Et enfin, La part du Sarrasin, très récemment, en 2020. Avant de démarrer cette promenade dans vos écrits et dans vos coups de cœur, j'avais envie de vous faire lire un passage. Vous nous aviez dit que vous étiez OK ? Yes. Ouais. Donc, en fait, c'est pour revenir sur cette idée de lecture de classiques, de plaisir de la lecture. Et il y a un moment dans Ma part de Gaulois qui nous a vraiment bouleversés. C'est cet acte un peu provocateur, ce moment où vous voulez révéler à tout le monde que vous aimez lire et où vous allez vous asseoir sur un banc à l'endroit où vous vivez. Et autant dire que ça provoque quelques réactions. D'accord. Voilà donc qu'un jour, je suis sorti sans cacher l'objet de tous les délits. Je me suis assis, sûr de mon fait. Pour une fois, sans trembler, j'ai ouvert mon livre et tranquillement, j'ai basculé dans les jabots, les hauts de forme, les gilets de soie, les robes à taille haute remontées sous les seins et largement décolletées du roman Une vie de... Là, je suis bien là. Je me sers en famille, merci à vous. Et c'est là qu'ils étaient, les miens, ces héros du 19e, fardés, romantiques et sans muscles. Je lisais depuis quelques minutes quand trois lascars, Mounir, Saïd et Fred le Gitan, se sont approchés de moi. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je lis. »« T'es un pédé ou quoi? Pourquoi tu fais ça ?»« Non, mais c'est pour l'école. »« Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'école? Tu veux des bonnes notes, c'est ça? »« Non, non. » Ouais, t'as qu'à dire à ton prof, on n'est pas des pédés. D'accord. D'accord. T'es français, c'est ça? Tu veux sucer les Français? Non. Ben, ça, c'est quoi? Montre. Il m'a arraché le livre des mains, a lu
une vie de Maupassant. C'est un PD lui aussi? Mais non, c'est pas un PD. Mais c'est quoi alors? Un écrivain. Ben c'est ça, c'est un PD. Saïd a jeté le livre, non sans l'avoir éclaté de la pointe de sa chaussure. J'ai pas bougé et un deuxième coup de pied circulaire me coucha dessus. Le temps de quelques étoiles tournoyantes, je ne savais plus s'il s'agissait de mes rêves récurrents ou d'une banale réalité orchestrée par mes souhaits. Enfin, il était là, le coup de pompe tant attendu. Enfin, je le tenais, le prétexte de la rupture. Donner à ma passion de lire, d'écrire un argument pour exister au grand jour. Il en sera bel et bien terminé des PD, la jouer couille contre couille, celle du point contre celle de la rime, le face-à-face mortel et définitif, et finir vainqueur. Ah, si ma mère avait pu me voir, certes passif et sans riposte, mais resté droit dans mes bottes et devant la jambe qui m'a fait disparaître du banc. Et ils sont repartis avec des PD plein la bouche, et moi, tout en m'essuyant les lèvres, j'ai pensé, mais c'est quoi ce lien entre littérature et homosexualité? Peut-être que c'est vrai, nous, les gens de l'écriture, on a quelque chose d'une tapette. Et d'ailleurs, ils sont rares, les poètes, qui montent sur un ring. Et tout en me tenant la joue, ou ce qu'il en restait, je sentais à moi l'homosexuel possible, ou patent, mais rien. Je bandais trop pour les filles, et le regrettais presque. Oui, je regrettais ma normalité hétéro, car, quitte à ne pas passer pour un homme, autant être ambigu et porter l'art d'écrire à son sommet, aux confins de la transgression, tout en ne le souhaitant pas tout à fait. J'étais par terre, mais fier d'avoir été simplement moi-même un amoureux des lettres au grand jour. Je me suis senti léger, débarrassé des faux semblants. J'allais enfin être accepté, et avec moi, 2-3 autres férus de lettres, et tout ça sans compromission. PD, tarlouse, tapette, ces adjectifs dérisoires. Je suis rentré chez moi, non sans remercier Maupassant d'avoir aidé à l'improbable dialogue, heureux, juste soucieux du parfait alignement de mes dents de devant. Alors nous allons nous lancer dans cette bibliothèque idéale qui est la vôtre, et la première référence que vous nous avez donnée, c'est un roman de Romain Gary, La promesse de l'aube. Alors vous connaissez vraisemblablement cette œuvre, publiée en 1960. C'est un récit autobiographique qui raconte le parcours de Romain Gary, de son enfance jusqu'à son engagement dans l'armée. Mais comme souvent chez Romain Gary, entre vérité et fiction, il est parfois difficile de démêler les choses. Et puis, c'est l'histoire d'un dessin assez exceptionnel. En fait, c'est celui d'un petit garçon né en Russie dans les années 10, exilé en Pologne, puis qui s'installe en France, à Nice, et qui est promis un incroyable destin par sa mère. Parce que l'histoire de Romain Gary, l'histoire de La promesse de l'aube, c'est surtout l'histoire d'un fils et de sa mère. Car c'est la mère qui a décidé que son fils deviendrait quelqu'un. Elle a tout essayé. Le violon, non. La danse, non plus. La peinture, catastrophe. Mais l'écriture, oui. Et elle va se sacrifier, littéralement. Elle va tout donner pour que ce garçon devienne quelqu'un. Il y a une scène déchirante où le petit garçon comprend qu'en fait, elle ne mange pas de viande parce qu'elle n'a pas les moyens d'en manger elle-même. Et elle va saucer dans la poêle en cachette. Quand il découvre ça, il comprend qu'il faudra être à la hauteur de toutes ses attentes. Et le roman s'ouvre, et donne son titre d'ailleurs, à cet amour maternel qui s'offre comme une promesse à l'aube de la vie. Une promesse qui est un mirage parce que finalement, rien ne sera jamais à la hauteur de cet amour maternel. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire lire cette définition de l'amour maternel par Romain Gary, Entre les crochets. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde,
on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Je continue ? Oui, parce que c'est un beau passage. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous les côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. Merci. C'est magnifique. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà lu, La promesse de l'aube, vraiment sur ce lien mère-fils, je crois que j'ai jamais rien lu d'aussi beau. Et c'est difficile quand même de vous entendre lire ce passage sans penser à une autre figure maternelle qui a une part extrêmement importante dans votre œuvre, votre mère. Maman. Voilà. Alors, bon, c'est frappant dans Ma part de Gaulois. La présence de la mère est incroyable. C'est un amour à la fois dévorant et à la fois poignant. Il y a énormément de similitudes entre cette mère et celle de Romain Gary. La vôtre ne vient pas de Russie, elle vient d'Algérie, mais elles ont en commun cette volonté de lutter contre tous les éléments pour que l'enfant réussisse. Elles ont en commun ces difficultés économiques, sociales, contre lesquelles elles se battent avec une hargne incroyable. Et puis cette envie que le savoir élève le fils. Alors, dans La part du Gaulois, ça s'exprime à travers la nécessité d'avoir le bac. Vous êtes le premier lycéen de la cité à avoir son bac. Et ça devient presque un leitmotiv dans la cité, en fait, cette mère qui annonce partout par avance que vous l'aurez, quoi. Grosse pression, du coup, parce qu'il ne faut pas la décevoir. Et puis, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, ça devient quelque chose de très, très, très pesant. Et alors, la scène finale de Ma part du Gaulois, parce que vous l'avez, votre bac. Oui. Et il y a cette scène incroyable, comme au cinéma. Vous venez d'apprendre que... Un bac A5. A5. Je dis ça pour réveiller un petit peu les mémoires. 3 langues et 1,5 de moyenne en maths. Ça, c'est bac A5. Mais c'est un bac. Mais c'est un bac. Et donc, vous venez d'apprendre que vous êtes bachelier et vous allez l'annoncer à votre mère. Ouais. Vous vous dirigez vers le domicile, mais elle est déjà là. Elle est au bout de la rue, elle vous attend. De la rue. Elle est au milieu de la rue. Elle vous voit arriver. Ouais. Et voilà ce qui se passe. Enfin, après ce marathon de sueur de quelques 250 mètres, je m'enfonçais sous les aisselles de l'amour. C'est là, bien au chaud, que je l'ai entendu pour la première fois me dire en français « Mon chéri ». Donc j'ai bien mis R roulé, ouais. Je n'ai pas le souvenir d'autre chose que ces 2 mots-là dits en français, comme un pas dans ma direction, contre 1000 des miens dans la sienne. Ces 2 mots racontaient l'effort de ma mère de n'être pas qu'algérienne, ou que femme, ou que mère, mais d'être plus que ça, un mouvement. Elle déchirait une carapace qui, croyait-elle, la protéger des autres, mais qui la protégeait d'elle. Elle se faisait peur et craignait les secousses qu'elle-même provoquait. Elle était terrorisée par ses envies d'être ce qu'elle n'était pas. Amoureuse, belle, instruite, célibataire peut-être, salariée, bavarde, que sais-je. Toutes ces envies réprimées au nom de Dieu
ou de ce qu'en avaient fait les hommes sur quelque chose chez elle s'était éveillé très tôt et aussitôt étouffé. Elle en crevait de montrer sa capacité à embrasser plus que des nationalités, un territoire, une histoire à laquelle j'appartenais pas. Elle m'intégrait enfin dans un espace plus large, un espace qui nous offrait la possibilité d'une langue commune et de la place pour les sentiments. Elle s'accordait le luxe de choisir. Avec ces 2 mots en français, elle montrait qu'elle pouvait vaincre. Merci. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous lui devez à cette mère et en quoi cette figure, alors, est-ce que ça nourrit votre écriture? Oui, oui, totalement, parce que, si vous voulez, si je me pose la question de ce que je suis devenu, c'est ma mère qui revient comme un boomerang, et personne d'autre. L'école, mis à part, bien sûr, l'école a été essentielle, mais ce qui m'a plu, ça a été à la fois cette femme qui, alors contrairement à la mère, parce que la maman de Romain Gary, elle lui donnait des noms, elle avait des références. Tu seras un tel, et donc des peintres, et la mienne n'avait aucun nom. Alors moi, c'est pour ça que le bouquin m'a plu, parce que je me suis retrouvé en le lisant. Ah ouais, mais elle lui donne des cadres, elle lui donne des noms. Et la mienne, mais tu veux qu'on devienne quoi? C'était l'enfer, parce qu'elle n'avait aucune espèce de référence, à peine. Donc c'est l'analphabète descendu des montagnes, et elle s'arrachait les yeux de ne pas pouvoir dire ce qu'elle voulait. Je veux... Alors elle disait par exemple, des étoiles, soyez des étoiles. Et comme nos débuts dans l'école républicaine laïque et obligatoire allaient cas un cas, il fait chier. C'est assez dur comme ça de survivre à l'école primaire. Et elle dit des étoiles. Et donc j'ai toujours été fasciné par comment, en ayant si peu d'informations, on est habité par une exigence aussi folle. Donc c'est pour une de ces raisons que ma mère m'a passionné. Et je peux vous dire qu'à 83 ans, aujourd'hui, je vais la voir, c'est encore la guerre. C'est encore la guerre. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu as fait? Parce que longtemps, les gens ont cru que quand j'allais publier mon premier livre, la maman Cherfi, on la connaît, elle va dire, ah, bon, il y a eu le bac, évidemment. Hein. Puis après, c'était inscrit notre nom dans ces endroits français où les Arabes ne vont pas. L'école, les librairies, les médiathèques, etc. Inscrit mon nom. Et dans l'idéal, ce que je n'ai pas osé faire, c'est de l'amener avec moi, dédicacer des livres. Je crois que c'est un truc que je n'ai pas osé. Tu viens avec moi et c'est toi qui signes les dédicaces. Ah, là oui, parce que au fond, et c'est ça qui est génial, au fond, c'est moi qui écris, me dit-elle de manière implicite. Les gens disent Magid, mon cul, c'est moi qui ai chié. Donc c'est moi qui viens. Et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'elle choperait bien quelques royalties. Oui, parce qu'il y a un côté comme ça. Ma part. Et mes frères rient avec elle. Et maman, mais il s'inspire de toi. Prends 15%. Et elle est un peu au premier degré, quoi. Ah ouais? Et plus la gloire et la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est les salons du livre. Qui a écrit ce livre? C'est maman. Et je suis pas sûr que j'oserais, là, vu son âge, mais je regrette de ne pas avoir fait ce sketch-là. De ne pas avoir amené ma mère à signer des dédicaces. Il va venir. Alors, elle est très fatiguée, là. Ouais, donc je suis bon. C'est rapport à sa santé, mais ça aurait été la bonne idée. La promesse de l'aube, donc c'est l'histoire d'un fils et de sa mère, c'est l'histoire de ce héros, hein, quand même, qui s'est engagé dans l'armée de l'air, qui entre dans la résistance dès l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et puis c'est aussi l'histoire d'une vocation.
littéraire. On voit qu'au début, c'est pas si évident que ça pour lui. Ça ne naît pas immédiatement. Alors que pour vous, ça commence par ça. L'écriture est là tout de suite. Et au début de La Trempe, vous écrivez la chose suivante. « Je me suis fait les plus belles promesses, comme on chuchote l'éternité aux filles. Des promesses innombrables, comme les plaies de l'enfance. » C'est difficile de lire cette phrase sans penser à La promesse de l'aube de Romain Gary. Est-ce que pour vous, l'écriture est la première de vos promesses ? Oui, parce que, si vous voulez, alors il faut imaginer, vous êtes des familles algériennes, immigrées, nos parents qui arrivent là et qui savent à peine ce qu'ils sont. À peine ont-ils connu des grands-parents, voilà l'histoire. Et comme je le disais, je le dis souvent, c'est l'école républicaine, l'école française nous apporte 2000 ans d'histoire. Et moi, toute ma vie, jusqu'à encore aujourd'hui, l'Algérie, c'est 7 ans. L'histoire du côté algérien, pour nous, c'est 7 ans, et c'est la guerre d'Algérie. Et c'est un peu court, quoi, quand on a parcouru les 2000 ans de l'histoire française. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai oublié votre question. Est-ce que l'écriture, c'est la première de promesses que vous êtes... Oui. Alors, et donc, j'ai été poursuivi par l'idée de savoir, mais qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? À qui on appartient? À quelle langue j'appartiens? À quelle terre j'appartiens? À quel peuple on appartient? Et puis, l'envie, je ne veux pas être seul. Je veux appartenir à un peuple, à une fraternité quelconque. Je veux avoir des ancêtres. Et quand tout petit, parce qu'en réalité, quand les Français à l'école, la France à l'école nous apprend à nous, maghrébins ou africains, nos ancêtres les Gaulois, en vérité, nous, on les veut. C'est après si vous voulez, comment dirais-je, la réalité qui nous a rattrapés. Et on a fini par dire, non, moi, mes ancêtres, ils ne sont pas Gaulois. Mais si on n'était pas dans cette société qui nous a... de violence et de discrimination. C'est à force de discrimination que ces jeunes, ma génération et puis celles qu'on suivi, ont dit non, nos ancêtres ne sont pas gaulois. Alors que s'il n'y avait pas toutes ces hostilités du réel à l'intérieur de l'école, mais on veut des ancêtres. On veut une histoire, on veut l'Hexagone, on veut la République, on veut la démocratie, toutes ces choses-là. Et l'écriture m'a permis de m'accaparer un patrimoine, une langue, un peuple. Et c'est pour ça que pour moi, c'était essentiel, parce que il me faut des choses pour exister. Et c'est l'écriture qui l'a permis. Merci. Une dernière toute petite question, parce que je voudrais qu'on revienne sur cette figure maternelle et de manière plus générale sur le regard que Gary pose sur elle. C'est l'héroïne du roman, finalement. C'est à elle finalement qu'il rend hommage dans tout le récit. Le regard que vous posez sur les femmes dans vos œuvres, qui nous a semblé particulièrement doux, particulièrement empathique. Toutes les figures féminines que l'on croise, donc les mères, les animatrices, les sœurs, les cousines, toutes ces femmes qui, dans la cité, apparaissent comme des phares, en fait, parce qu'elles sont là, elles font don de résilience, d'action, de résistance, elles tiennent debout. Et vous avez énormément d'empathie à leur égard. Est-ce que vous considérez que le regard que vous portez sur ces figures féminines-là est un regard engagé? Je crois pas. Je crois pas engagé. Il m'a semblé que j'ai été dans une empathie ou dans, une inclinaison féministe un peu naturelle. Parce que je ne sais pas pourquoi ma mère, ça commençait par ma mère, elle me disait, mais vos sœurs ne sont pas vos esclaves. Alors dans toutes les familles voisines alentour, les filles faisaient la vaisselle, les mecs partaient au foot. Et chez nous, alors pourquoi cette femme dit non, tu t'arrêtes, tu fais la vaisselle, le frangin la serpillière, l'autre les lits, etc. Alors j'ai ce bonheur d'avoir grandi avec des sœurs qui se disent, putain, on a des frères comme ça. Et c'est pas courant quand des sœurs disent, moi j'ai un frère, il est comme ça.
Et on a, mes frères, ce privilège, quand on regarde nos sœurs, de se dire, elles nous kiffent leur race. Et on a tout le temps tous, et on est différents, tous dans une bienveillance incroyable, ce qui, bon... Et donc ça, c'était le premier temps avec ma mère, et puis ces femmes qui tout à coup sont arrivées dans le quartier, des travailleuses sociales, éducatrices, animatrices, techniciennes en économie sociale. Je crois qu'il y avait aussi apprendre aux mères à gérer leur économie du quotidien. Et je les entendais parler, elles défendaient leur cause via nos mères, et chaque fois qu'elles parlaient d'une discrimination, j'avais l'impression qu'elles parlaient d'un Algérien. Et en fait, elles parlaient d'une femme. Et donc, je me suis adossé au combat des femmes, et chaque fois qu'elles disaient « Oui, on est victime de telle discrimination. »« Moi aussi !»« Mais t'es pas une femme. »« Non, je suis algérien. »« Bah, t'es une femme. » Et donc, je me suis éduqué, informé un peu, voilà, dans cette espèce d'élan naturel qui était algérien et femme, même combat. Et c'est ce qui a fait mon empathie permanente, en fait. Puisque les combats durent toujours, et pour les Maghrébins, les Noirs, les femmes, j'en passe, c'est des meilleurs. On va passer à un autre titre. Si vous le voulez. Enfin, si vous le voulez. Il s'agit d'un poème donc de Charles Baudelaire, L'Albatros, qui fait partie des Fleurs du Mal. Et peut-être avant d'en parler, vous pourriez nous le lire. Je vais m'éclater. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. J'ai kiffé ma race. Merci. Alors, ce choix de poème m'évoque deux choses. Tout d'abord, la forme, c'est un alexandrin, la rime parfaite, le rythme. Vous qui écrivez des chansons, est-ce que ça peut être une source d'inspiration à ce niveau-là ? Non seulement une inspiration, mais je n'ai jamais pu sortir de l'alexandrin, de la rime riche. J'ai eu du mal à les croiser, j'ai eu du mal à les embrasser, merci. Parce qu'une chanson, c'est pas un poème. Alors, moi, l'essentiel des chansons que j'ai pu écrire, c'est des quatrains. Et puis, quand on regarde, mais pas forcément. L'écriture peut être déséquilibrée. Les alexandrins ne sont pas obligés de... Voilà, d'abord, on n'est pas obligé d'écrire en alexandrin. Alors, j'ai été une victime de l'alexandrin. Et donc, j'en ai été victime en tant qu'auteur de chansons. Je n'ai pas pu me libérer, alors qu'il y a de très belles chansons. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui me viennent en tête. Oh là là, vie en rose. Oh là là, vie en rose. Qu'on nous propose des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. C'est plus court qu'un alexandrin. Mais c'est pas votre langue. Et j'ai pas réussi à m'en libérer. Mais après, j'ai essayé de temps en temps d'écrire plutôt voilà,
alors, deux vers qui riment, un troisième qui rime autrement, avec deux autres vers qui riment comme les deux premiers, le troisième rimant avec le sixième avec le donc j'ai cherché à varier les plaisirs en fait. Mais j'ai été la victime de l'alexandrin et du poème à la Baudelaire. Mais je voulais aussi vous questionner sur le thème de cet alexandrin, Oui. parce que vous auriez pu en choisir un autre. De ce Oui, poème. l'albatros, Oui, le thème, parce que voilà. Oui. Enfin, Oui. ce thème de l'artiste incompris. De l'artiste incompris, de la malédiction. Encore une fois, j'en reviens à la majesté de la mélancolie et de la noirceur. Oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu votre histoire aussi, cet albatros qui est rejeté, qui n'est pas compris, cet artiste qui n'est pas reconnu par ses frères, par ses pairs? Alors, quand vous nous racontiez tout à l'heure que lire en public en bas de chez vous, c'est peut-être un peu romancé, mais en tout cas c'est inspiré de faits personnels. Après, j'ai envie de vous dire, tous les artistes vous diront, je suis l'incompris d'un monde. Alors, par pudeur, j'ai essayé de pas trop m'inscrire dans la malédiction du poète incompris du monde, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire, j'ai été, le privilège des privilèges, l'enfant gâté d'un monde misérable, avec une mère qui m'a apporté au-dessus de la cendre. Laisse-les mourir tous, mais toi tu seras au-dessus. Et donc j'ai aussi une moitié de mon cerveau qui dit, mais que de chance, tu as rêvé d'écrire et tu as vécu d'écriture. Et tu as gagné ta vie en écrivant, ce qui me paraissait inimaginable. Évidemment, se dire je vais vivre de l'écriture, c'est un peu un projet de dément. Et donc oui, en effet, j'ai certainement pu me voir dans cette idée du poète incompris, mais j'ai souvent du mal à m'y projeter à cause de tout le privilège qu'a été ma vie, d'avoir échappé à la destinée des parias, quoi. Oui, mais si vous ne parlez pas d'incompréhension dans vos écrits, vous parlez de trahison en revanche. Oui, parce que si vous voulez, quand vous vous élevez, quand on s'extrait de la misère, en vérité, vous ne faites que trahir, parce que c'est pas vrai que les gens d'en bas vous encouragent ou bien vous félicitent. Vous ne pouvez que trahir parce que les autres ne suivront pas. Et que moi j'ai été poursuivi longtemps par les gens qui disaient mais vous qui vous en êtes sortis, servez d'exemple. Et j'ai compris qu'il n'y a pas d'exemple, notamment dans la misère, dans les milieux misérables, il n'y a pas d'exemplarité, ça ne marche pas. L'exemplarité elle marche quand des moyens sont donnés, quand on a accès à des codes. On peut dire voilà, il y a des codes, tu les as acquis, donc donne le meilleur de toi-même. Et c'est pas quelque chose qui fonctionne quand on est exclu. Quand on est exclu, ça ne marche pas et rien ne marche du fait de l'exclusion. Et donc c'est les gens. Alors il y a souvent dans ces milieux-là, on dit ouais, vous avez bien Zidane, donc tous ces jeunes des quartiers n'ont qu'à être Zidane, ou Jamel Debbouze, ou Magid, ou d'autres, parce qu'on est quand même pas mal il y a pas mal de trajectoires qui sont sorties de milieux modestes, etc. Et donc c'est la grande erreur de croire à l'exemplarité dans les milieux d'exclusion. Juste lire un passage de la part du Sarrazin, où vous voulez le lire. C'est un passage. Non, allez-y. Comment elle se dérobe? J'ai mal à la gorge. Non, mais c'est vrai en plus. C'est le moment. J'ai l'impression qu'il vous croit. Mais ils en ont zéro. Elle a mal à la gorge. C'est le moment où vous travaillez dans ce fast-food, si on peut dire, et vous avez ces pages 100, le 126. La fin, 125, le dernier paragraphe jusqu'à la fin.
vous faites un pied de nez, comme c'est exactement ce que vous dites, vous faites un pied de nez justement à la volonté de croire que quand on vient d'un milieu où c'est difficile, on a des épigones, alors qu'en réalité, vous ne voulez pas aller trop haut parce que vous ne voulez pas oublier d'où vous venez. Je trouve que c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Voilà. Donc si vous pouviez lire ce passage. Non content de les avoir servis royalement. Donc le contexte, je suis donc... Oui. Pardon. Je suis donc salarié dans un fast-food. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a 3 loupards qui viennent. Voilà, et qui ouais. voient qu'on vous appelle par votre nom, votre vrai prénom, mais par un autre nom. Ah oui, voilà, on m'a donné un surnom. Voilà. Slim, c'est ça? Slim? Non, c'est plus... Chris. Oui, voilà. Chris. Voilà, Oui. c'est Chris. Oui, parce que, alors ça c'est un peu véridique, au McDonald's, vous arrivez, vous êtes noir, tu t'appelleras Lucien. Ils ne savent pas qu'on a un orgueil, ces gens-là, mais c'est des cons. À ce moment-là, il y a trois alors pas amis, mais loupards de la cité. Voilà, de la cité, voilà, et qui entendent qu'on m'appelle... Vous êtes tétanisés, voilà. Et en fin de compte, c'est un grand geste. Voilà, j'ai retrouvé le contexte. Non content de les avoir servis royalement, je leur ajoutais, donc à mes potes, 35 francs de monnaie. Ils sont repartis penauds, mais avec une moitié de mine réjouie. J'ai fait ouf. Mourad a agité sa main en guise de revoir, et j'ai répondu d'un clin d'œil hypocrite. C'était ma première contre-offensive contre le grand capital culinaire. En tout cas, ma première arnaque dans ma nouvelle vie d'adulte. Il avait fallu la présence de 3 loupards de mon enfance pour que la contagion s'étende jusqu'au centre-ville. J'ai serré un point de victoire parce que je n'assumais plus d'être le bon élève, le beurre modèle, le bon arabe bien élevé. Je voulais me salir pour me rattacher aux pauvres de ma cité. J'agrippais la jambe des misérables pour ne pas les perdre de vue. Je voulais bien de l'ascension, je voulais bien de l'ascenseur, à condition qu'il ne m'élève pas trop haut. Je voulais qu'il stoppe à des étages décents. Le vertige me prenait déjà à quelques centimètres au-dessus des miens. Oui. Oui, la société oublie ça, c'est que on est déchiré quand on sort de milieux de l'exclusion, de misérables. Quand on s'en extrait, on est coupable. On a un sentiment coupable qu'on gère comme on peut. Alors il y a ceux qui vont, j'en ai rien à foutre, je trace, je fonce, qui se font croire qu'ils n'ont pas de culpabilité et qui vont essayer de revêtir des habits de peuple d'une manière différente. Et moi, c'était plutôt quelque chose de marxiste, je dirais. J'avais il y avait quelque chose de politique. On ne peut pas tout à fait s'éloigner des gens d'en bas. Et donc, OK pour l'ascenseur social, mais soyons décents. On ne peut pas, quand on a été avec les uns, franchir trop d'étages. Il faut que ce soit digeste pour les exclus, que la réussite soit digeste pour les exclus. Voilà. Magid, maintenant vous allez continuer sur une lecture donc de la part du Sarrasin, qui est ce roman publié en 2020 et qui commence en 1981 sur la victoire de François Mitterrand, et puis qui va raconter vos années de formation d'étudiants et votre découverte de la musique, votre découverte également de l'engagement politique aux côtés de la Marche des Beurs, initiée à Vénissieux. Mais voilà, je voudrais que vous lisiez. Non. Donc un rythme effréné.
À un rythme effréné, on se retrouvait pour des séances rafraîchissantes de cinéma et tout y passait. De ces films bien Frenchy, dialogués par Audiard, aux inévitables Coppola ou Scorsese. Moi, je kiffais les Italiens De Sica et Torrescola, Dino Rizzi, et son irrésistible fanfaron, qu'on se repassait tous les trimestres. Abdou aimait les Kurosawa, les Cid des Lumettes et autres Sam Peckinpah. Ne nous restait plus qu'à nous allonger. Donc je venais de louer 3 films et on se fixait comme horizon une dizaine d'heures pépères agrémentées de vannes, de thé, de cacahuètes, qui n'avaient que le nom de cacahuètes puisqu'elles fondaient dans la bouche. C'est quoi aujourd'hui, m'interrogea Abdou qui anticipait ses craintes. La bataille. Oh, fait chier, les gars, j'ai repris d'Alger. Il a grogné. D'Alger en plus, non, pitié, à genoux, à plat ventre, pas Alger. Mais tu rigoles, c'est une œuvre historique rare, censurée. Censurée même. Demande à Péric. Je confirme. Mais on n'interdit plus les films, on est en France. Je n'allais pas laisser passer. Et c'est quoi la France? Une terre d'asile? Tu crois à ce chant de sirène? Pas démonté, il gardait la ligne sarcastique. Oh, pardon, c'est vrai que c'est le territoire de toutes les violations. J'ai pas dit ça. Je dis que la censure existe et que ce film en est l'illustration. Moi, je dis juste que c'est le pays qui respecte le plus les droits au monde. Mon père est au courant et c'est vrai qu'il se sent respecté au-delà de toute espérance. J'aime bien parce que je me fais rire en me relisant. Et cette espèce de satisfaction de soi qui vous prend au débeauté. Puis Abdou a fait Kuba. Péric a adoubé. Gros Kuba. Et je reconnaissais la lourdeur de l'argument. Je suppose que l'échange entre Abdou et moi avait bien duré un bon quart d'heure. Si lui avait regardé le film en diagonale, Péric affrontait courageusement la plaidoirie anticolonialiste qui venait de s'étaler sous nos yeux. Et je restais effaré qu'un noir défende la France, ne reconnaissant des failles que ça et là. J'étais encore plus étonné qu'un Français de souche dénonce avec véhémence le moindre faux pas républicain. Mes yeux clignotaient sans cesse. Surréaliste, c'est moi qui atténuais les condamnations définitives de l'un et rabrouais la légèreté de l'autre. De Dieu. Merci beaucoup, Magid. Merci. Vous nous avez proposé comme film Le Parrain de Francis Ford Coppola, ce film de 1972 qui signe le grand retour au cinéma de Marlon Brando. Le tournage a été apocalyptique, c'est Apocalypse Now, voilà. Version la mafia new-yorkaise. On est dans l'après-guerre, on est à New York. Et Vito Corleone est à la tête d'une des 6 familles qui se partagent en fait la ville. Lui est à la tête des syndicats et du jeu. Et un autre mafieux, Talilia, lui propose un nouveau marché qui est celui de la drogue. Vito Corleone va refuser et puis finalement, les ennuis vont commencer au moment où ils vont devoir s'affronter autour de ce nouveau marché. Magid, pourquoi ce film? Alors même que vous dites aimer le cinéma italien, alors c'est un cinéma italien immigré, mais pourquoi Le Parrain? C'est l'anti-cinéma italien. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce que nous les pauvres, j'ai failli dire, veuillez me pardonner, je suis devenu riche depuis, mais j'aime à penser que je le suis un peu pour ma mélancolie personnelle. Le Parrain, ça n'existe pas. Cette société n'existe pas. Ces codes, tout ce qui nous montre, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de beauté dans l'horreur, dans la cruauté, dans la voyouterie, le banditisme. Et ce film invente un code d'honneur du crime et une espèce de valeur. Et donc,
il y a cette tentation, en tout cas, c'est le spectateur que je suis, de croire qu'on peut mêler. Donc c'est une espèce de fantasme en fait. Il nous propose un fantasme, mais on veut bien croire qu'il y a une fraternité qui peut se mêler avec les idées les plus basses. Il y a un code d'honneur qui peut être dans la voyouterie la plus. Et donc ce qui, en quelque sorte, c'est comme si, voilà, pendant 1 heure ou 2. On se donnait l'impression d'être à la fois voyou, parce que voyou, c'est être d'en bas, et avoir une noblesse, parce qu'une noblesse, c'est être d'en haut. Et cette chose-là n'existe pas. Et alors, l'avantage, évidemment, c'est que c'est très bien raconté. Un peu une espèce de conte de fées. Et alors, c'est la grande qualité de... Comment s'appelle-t-il, donc, ce réalisateur? Coppola. Coppola, oui. Coppola, que d'être... En réalité, il suffit d'être un bon conteur. Et il a réussi son conte et à nous faire croire... voilà. Et c'est pour ça que ce film est absolument délicieux, parce que on y croit. On y croit. La première partie du film, qui dure à peu près 1 heure, porte sur la grandeur et la décadence de Vito Corleone, interprété donc par Marlon Brando, avec son célèbre petit chat sur les genoux. Et puis, ça va se terminer par la prise de pouvoir du fils prodigue d'une certaine façon, qui est Michael et qui est interprété par Al Pacino. Et la deuxième partie du film, eh bien, c'est le retour en Sicile de Michael, qui est protégé dans la campagne sicilienne. Et je voudrais vous faire lire, Magid, un passage, cette fois-ci de ma part de Gaulois. C'est toujours l'obtention du baccalauréat. D'accord. Coup de bol, un soleil magnifique a coloré la cité de bleu. Papa a tendu un long drap pour séparer le garage réservé. Je passe à la suite et je ris. Pardon. Papa a tendu un long drap pour séparer le garage réservé aux hommes et le salon débarrassé de sa grande table pour recevoir ses gentes dames. Môme, j'aimais ce drap qui séparait les deux sexes. Il traçait une frontière qu'enfant on franchissait allègrement. J'aimais cette impunité que l'enfant s'autorise. Et j'aimais quand les hommes, contre une pièce de 10 centimes, nous suppliaient d'aller avertir leur moitié d'un départ imminent. Oui, j'aimais ce drap immaculé qui représentait pour moi 2 paradis distincts, celui des hommes endimanchés, joyeux et bruyants, portés par une légèreté de vivre, et celui plus soyeux des femmes aux couleurs vives et parfumées à l'eau de Cologne d'Andorre. Mes tantes arrivèrent les premières pour aider à la confection du couscous. En tablier de circonstance, elles se sont retroussées les manches, ont ôté leurs bagues et entamé le roulé-boulé des semoules. Tante Adjila s'est mise à chanter des airs dont la mélancolie vous crevait le cœur. Je comprenais juste un mais, mon fils. Genre de prière pour que le fils reste là, tout près, au chevet de l'inconsolable maman. Elle a empoigné ensuite une derbouka et a poussé des chansonnettes plus gaies qui invitaient à tournoyer. D'autres femmes sont arrivées. Les plus timides s'enfonçaient dans les coins pour ne plus en rajouter dans l'effusion de joie. D'autres, plus hypocrites encore, se sont jetés dans la danse. Bras ouverts et hanches haletantes, on aurait dit des bouées multicolores dans la houle d'une mer en furie. Ma mère, qui n'avait pas déchiré sa bourse, pour rien, m'imposa la danse du ventre à ses côtés. Et je l'entendais me susurrer « Montre-toi, imbécile. Je veux qu'elles en pleurent des larmes de semoule. » En fait, avec les filles du Loir, donc on
on a pensé à la lecture de ce passage, à cette deuxième partie du Parrain de Coppola, deuxième partie donc, qui s'ouvre sur cette Italie qu'est la Sicile, ces montagnes pelées, et puis cette rencontre amoureuse avec cette femme, et les préparatifs du mariage qui vont les occuper. Je voulais vous demander, Magid, si votre amour du théâtre, parce que j'ai rarement lu un tel amour pour le théâtre que ma part de Gaulois, votre amour du théâtre, votre amour du cinéma vous avez amené à aussi bien saisir la scène romanesque. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui m'a plu, c'est quand j'ai compris. Il y a un moment, quand on écrit, on se dit, oui, mais être romanesque. Il ne s'agit pas de transcrire le réel, il s'agit d'être romanesque, parce que ce qui importe, finalement, c'est que est-ce que j'emporte le lecteur ? Je veux dire, si je raconte, je peux raconter ma vie de fils d'Algériens immigrés. Il y en a des dizaines de milliers, comme moi, qui peuvent, à des choses près, raconter la même chose. Des parents analphabètes, courageux ou salauds, des filles maltraitées, des mères battues partout. Et puis, il y a le romanesque. Et là, alors, c'est la manière, encore une fois, une manière de conteur. Et c'est pour ça que ce ne sont pas des autobiographies. C'est partout saisir des éléments du réel, mais comment je peux emporter le lecteur à la fois dans une réflexion. Tu entends ce que je suis en train de te dire ? Et donc, quelle est la scène qui va m'amener à faire dire au lecteur : ah ouais, le salaud, il veut me dire ça. On rit, mais tu voudrais qu'on pleure. Et c'est tout le temps, voilà, j'allais dire, voilà, presque une astuce. Parce que le romanesque, c'est presque une astuce pour, comme voilà, comme on imagine une couleur, quand on est devant un tableau, et on dit « Ah ouais, là c'est beau, là ça pourrait être beau, peut-être comme ça ». Et on rajoute une deuxième couleur pour et donc, c'est toujours cette recherche pour pas décrire, mais encore une fois, emporter, je dirais. Il ne faut pas que le lecteur ne fasse que lire, il faut qu'il parte. Donc voilà. Et avec, dernière question, avec les Filles du Loir, quand on a lu vos textes, vos romans, vos récits, ce qui nous a particulièrement marqué, c'est le plaisir que vous avez à raconter. Et ce plaisir de l'écriture, ce plaisir de la scène, ce plaisir des mots, des mots qui pètent, de la formule, de cet art de la formule, mais qui révèle un véritable plaisir de jouer avec la langue française. Et en fait, on le voit aussi chez Coppola, ce plaisir qu'il a, qui est évident à filmer. Cette fameuse scène, la toute première scène, elle dure 20 minutes, je crois. C'est un baptême, je crois. C'est le mariage de sa fille. Et c'est Bonacera qui lui dit je crois en l'Amérique, et qui lui raconte exactement tout ce pourquoi il ne croit pas en l'Amérique, puisque sa fille a été violée et que les meurtriers, les criminels n'ont pas été incarcérés. Donc, ce plaisir. Oui. Et alors, il se paie ce plaisir-là. Moi, je dois vous dire que ne vous racontez pas Actes Sud, sinon je vous tue, quoi. J'envoie ma première gourmandise. Je ne sais plus si c'était le bruit, ma part de Gaulois ou ma part de Gaulois. Non, c'est ma part de Gaulois ou la part du Sarrasin. Et je décris une scène, ça dure 60 pages. Et puis, mon directeur littéraire, dont je tairai le nom, barre 60 pages. Tous les auteurs ne vous diront pas ça. Il me met « Tu fais l'écrivain ?» point d'interrogation. Sois-le. Et parce que tu redis pendant 60 pages, tu redis la même chose, mais avec la gourmandise des mots et la formule et le croquant d'une expression de la rue, avec une formule léchée d'un subjonctif imparfait. Et donc Magid, il s'amuse.
Il s'amuse et le lecteur, il n'est pas dans un feu rouge. À un moment donné, ça passe au vert. Et donc, mon principal défaut, et c'est un scoop, s'il y a des journalistes parmi vous, ne serait-ce que des locaux, c'est la gourmandise. Je suis sur une scène et j'y passerai 10 pages. Et là, mais quoi soit le écrivain, ben, tu dis ça simplement, tu le redis pas. Donc la gourmandise, effectivement, parce que, si vous voulez, l'histoire des mots avec moi, c'est qu'ils m'ont fabriqué. Je suis une entité de mots. Sans les mots, peut-être certainement c'est le cas pour nous toutes et tous, les mots m'ont identifié. Et donc, je sais qu'il y a un moment de ma vie où j'ai été trop français, et à un autre moment où j'ai voulu l'être moins. Et enfin, à d'autres moments, oui, je vous perds un peu, mais tant pis pour vous. Rapport aux mots et à l'identité. Et dans la connaissance des mots, ben, j'ai dit, ouais, sois moins français. À d'autres moments, sois-le davantage. Genre, quand j'avais écrit, après les attentats de Charlie Hebdo, j'avais écrit Carnage. Et là, j'ai eu envie d'être plus que français. Je vais vous dire, français. Nous, Algériens, on est tellement plus français que ce que vous croyez. On l'aime, la France, tellement plus que beaucoup d'entre vous, ou que ce que vous pouvez imaginer. Alors c'était la période de gourmandise funèbre, mais gourmandise quand même, et toujours à travers les mots pour dire, oui, il me faut être plus français que ça. Il faut qu'on fasse un peuple. J'ai toute ma transition, merci. Magid. Mais je suis là pour ça, pour les transitions. Je suis un professionnel. Oui, ça se voit. Dans votre bibliothèque idéale, vous nous avez proposé un roman graphique, Le combat ordinaire de Manu Larsenet. Alors, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est un roman semi-autobiographique qui, en fin de compte, Le combat ordinaire, c'est le premier tome, mais il a donné ce titre-là à l'intégrale. Alors, l'histoire, pour faire le pitch, comme on dit, l'histoire, c'est l'histoire de Marco, qui est un jeune reporter de guerre. L'album s'ouvre sur sa séance de psy, qui s'achève, et il demande très gentiment, innocemment, parce que c'est quelqu'un d'assez innocent, Marco, s'il pense qu'il est guéri. Et le psy lui répond que non, il est loin d'être guéri. Mais il ne se formalise pas de la réponse, il décide de tout faire voler en éclats et de partir de la région parisienne pour s'installer à la campagne avec son chat, fidèle compagnon. Alors ça pourrait commencer par... Manu Larsenet plante un décor, on va dire, plutôt simple au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des pages, on comprend que c'est un peu plus complexe et qu'il s'agit que Manu Larsenet nous interroge sur le passage à l'âge adulte, sur la question de l'identité, l'être au monde, son rapport au monde. Et tout ça est ponctué de moments. Alors les dessins sont assez comment dirais-je, parfois grotesques. Et par rapport à ce que j'ai pu lire de Manu Larsenet, je pense à cet autre roman graphique qui est Le rapport Brodeck. On est totalement dans des dessins totalement différents. Là, Manu Larsenet jongle avec l'humour. Il y a des scènes très drôles, des scènes très très tristes également. Je pense à son père. Voilà. Donc on suit le cheminement de Marco avec vraiment une vraie délectation tout au long de ces 4 tomes. Et surtout, pourquoi ? Parce que Marco est aux prises avec des décisions, des choix, et je mets entre guillemets ordinaires, que tout à chacun sommes à un moment donné, nous devons prendre au risque de s'éloigner justement des promesses qu'on a pu se faire, ou au contraire de plonger carrément dans nos pires cauchemars.
Et alors, s'ajoute à ça, en toile de fond, quand même une France des années 80, pas très glorieuse, faut le dire, plutôt sombre, puisque on arrive le Front National est là, mais on voit qu'il monte en puissance, et puis surtout, c'est qu'il s'immisce subrepticement comme ça chez des personnes chez qui on ne penserait pas qu'il irait. Je pense au monde ouvrier, c'est la fin du monde ouvrier, et tout d'un coup, Marco découvre que des ouvriers, particulièrement un, va voter Front National. Ça, c'est une première gifle. Et puis, il y a donc la montée du Front National, et il y a donc la chute du monde ouvrier, et il y a surtout cette résurgence mémorielle de la guerre d'Algérie, principalement autour ici de la question de la culpabilité et de la torture. Donc voilà ce roman graphique, donc il est loin d'être simple, comme je le disais au départ, c'est plutôt quelque chose de complexe. Et on comprend pourquoi j'ai découvert en le lisant que tout tient. La préface, devinez qui a fait la préface? Magid. Alors, est-ce que je peux vous... Alors, elle est magnifique, cette préface, vraiment très très belle, dense, très profonde, je trouve. C'était difficile de trouver un passage à lire, donc j'ai choisi un passage, mais si vous voulez en lire un autre, passage de la préface, parce que c'est compliqué de faire lire... Non, je pense que le tract vous est passé là, donc vous allez pouvoir lire. Ah non, 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 absolument pas. Ah non, non, c'est votre plume. Mais, au titre de l'anecdote, peut-être avez-vous entendu parler de Manu Larsenet, auteur de BD? Je décide de l'appeler pour qu'il fasse mon album, un album perso. Vous empiétez sur ma question. Pardon. Non, non, vous allez-y. oubliez ce que je viens de dire. Allez-y. Impérativement. Justement, comment avez-vous rencontré Manu Larsenet? Et donc, je me suis dit, je vais appeler ce mec, après avoir lu le Combat ordinaire, je vais lui demander de me faire la pochette de l'album et tout l'artwork, l'intérieur, etc. Je l'appelle et j'entends en fond sonore du Zebda. Manu, oui, c'est magie. Et lui, il ne se rendait pas compte. Et je faisais des blancs dans la discussion. Je disais, tu m'écoutes? Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et donc voilà comment le coup d'amour a eu lieu. Parce que non seulement il y a eu cette BD, mais en fait c'est un fan de Zebda. Et je l'appelle et il écoute. Bon. Et donc le lien s'est fait comme ça. Donc évidemment ça a apporté un affect supplémentaire. Je comprends. Ouais. Si vous pouviez lire, c'est pour ça que j'écris jusqu'à « Allez, dégage ». C'est pour ça que j'écris et dessine, pour attendre et pas sécher, pour laisser mon encre s'évaporer. C'est pour ça, pour réinventer un alphabet nouveau, des couleurs improbables qui ne se séparent pas, pour redessiner le relief d'un horizon trop plat ou l'aplanir s'il n'invite qu'à un jeu de lumière, d'ombre. Bref, guérir. Ô privilège des tortures, tu nous invites dans deux mondes, celui des hommes et celui de ce qu'ils en attendent. On passe, toi et moi, Manu, de l'un à l'autre, comme ces privilégiés, munis d'un pass qui s'affranchissent des barrières, d'un geste de la main, d'un coup de crayon. On passe allègrement, oubliant sans doute à qui mieux de dire au revoir à ceux qu'on quitte pour un moment plus ou moins long. On part cueillir des écorces amères, le goût originel. Ce paradis improbable devant la vie. Est-ce bien de cela dont il s'agit, Manu? Je te sonde à travers moi et je me dis qu'avant la mine de crayon, c'est dans les profondeurs qu'on se jette. On s'élance, on s'écrase sans doute, mais sans mourir. Peut-être qu'on s'évanouit et lorsque le corps blessé s'éveille, il indique l'endroit d'un tas de blessures, sans elles, point de mots, point de dessin ou d'air et pas plus d'interrogation. Comment naître sans la collusion des corps? Sonder la douleur sans qu'on en ait des stigmates.
Je regarde des personnages et l'ombre qui les entoure est comme un parasol qui cache le soleil. Un parasol si grand qu'on ne sait pas s'il fait jour ou si, en vérité, il a toujours fait nuit. Je le vois. Tu dessines pas, tu plonges. Dessiner, c'est rien. Plonger, c'est le risque de ne pas revenir à la surface avec à la main une perle qui parlera pas d'elle. Tu dessines de l'ombre et pourquoi pas l'a priori. Tu le vois, le petit prince te demander « Hé Manu, dessine-moi un préjugé ». Et toi de lui répondre « T'as pas vu l'ombre ?» Mais tu dis quoi? Allez, dégage. Alors, on est tenté de faire un petit rapprochement. Alors, vous me direz s'il est un peu cavalier ou pas. Mais bon, vous avez là, alors c'est 4 albums, donc c'est quadrilogie, voilà, c'est dur à dire. Vous formez, je ne sais pas si c'est correct, mais comme une trilogie avec Livret de famille. Alors, je ne sais pas si c'est le bon ordre, Ma part de Gaulois ou La part de Sarrazin. Il y a comme une trilogie au titre assez évocateur où bon, c'est indéniable, hein, une des questions qui file à travers ces 3 livres, c'est bien la question de l'identité. Vous interrogez sans cesse cette identité. Alors de livre en livre, on voit bien qu'on n'est pas sur une autoroute, hein, loin de là. Le chemin, vous prenez souvent des chemins de traverse. C'est national, voire des départementales. Hein. Je pense à la fin justement de La part de Sarrazin, où là, enfin, vous avez ce boulevard, cette autoroute qui va vous desservir dans toutes les grandes capitales. Donc voilà, en réalité, on est loin de tout ça à travers, quand on lit les 3 livres les uns derrière les autres. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, il y a une quête dans votre cheminement et qui est assez simple, c'est que vous poursuivez le bonheur. C'est la recherche du bonheur. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de La part du Sarrazin? Si c'est un extrait sympa. Peut-être. Alors oui, il faut que je retrouve la page. 271. Alors, vous parliez de gourmandise. On est chez vous. Vous êtes en colocation avec un copain. C'est la fête. Vous invitez vos amis chez vous et vous cuisinez. Hélène, une de vos amies de longue date, se présente, vient à la soirée, extrêmement belle, ce qui n'est pas à son habitude puisque c'est une personnalité plutôt effacée. Vous la voyez et vous avez un moment, une discussion tous les deux qui commence. Attendez, ces pages. Oui, c'est ça, c'était la bonne page. 271. Oui, ça commence. Alors, on s'est mis à parler une autre langue jusqu'à un café. On s'est mis à parler une autre langue, une langue débarrassée des lourdeurs qu'impose parfois une profession. Et je me suis lancé. Je suis amoureux, sans rien savoir d'elle. Dis donc, c'est beau. J'en dors plus la nuit. Ça s'appelle l'amour. Je voulais qu'elle m'en dise plus sur cette inflammation qui n'épargnait pas mes sens, comme si son âge accréditait d'incontestables réponses. Écoute, Madge, vis ton bonheur à fond, même si c'est les yeux ouverts. Ça restera ton meilleur souvenir. Ne fais pas comme moi. Moi, j'ai laissé partir des tas de petits bonheurs et je les regrette. Ne rate pas les tiens. J'ai frémi de ce regret, de ce soudain avertissement Que regrettait-elle? Est-ce qu'en abandonnant le groupe, je ne commettais pas la plus grosse erreur de ma vie? Et puis Samir et Momo, n'avais-je pas, en désertant l'assaut, trahi nos rêves de refonder le monde? Ne gâche pas, insistait-elle. Elle me disait tout cela comme si elle craignait que je devienne, comme elle, une machine à gamberge, un sacrifié de la cause. On a droit à soi, disait-elle. Moi, je me suis perdu, j'ai tout perdu. Le droit à soi me parlait.
Plus je m'échinais à construire des bandes, plus l'appel de moi-même me siliconnait de son écho. J'ai passé le mot café, donc. Non, Il est plus tard. Pour la première fois, nous étions deux adultes entiers et autonomes, deux personnes qui entr'ouvraient un petit bout de jardin secret. Puis quelque chose de plus léger, j'ai dit un café. Et c'est terrible parce que la conversation s'arrête là. Donc ce qu'on comprend quand on lit ce passage, qui peut paraître anodin, mais il y a ce droit à soi, c'est que l'écriture, c'est quand même un espace qui permet beaucoup de choses. Contrairement justement à la discussion entre deux personnes où il y a quand même beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. L'écriture, elle dépasse ça. Elle permet enfin au jeu de s'exprimer, à ce jeu schizophrénique, parce que c'est vraiment ça, vous avez un jeu schizophrénique, puisque on est à la fois dans le nous, le groupe, Magid, le Majd, voilà, plein de qualificatifs, eux, voilà, nous, les beurs, etc. Mais qui est derrière ce jeu? Qu'est-ce que c'est concrètement? Le droit à soi, voilà, c'est quoi? Et du coup, comme j'ai un peu envie d'être provocatrice avec vous, comme vous l'êtes, on s'est demandé quand on lit vos romans, vos récits, si vous n'avez pas envie de prendre le contre-pied de cette belle formule que tout le monde aime dire, ce vers de Rimbaud qui est « je est un autre ». Est-ce que vous n'avez pas envie justement de faire voler en éclats cette expression de temps en temps, je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps, pour dire que ce « je » est un autre, en fin de compte, « je », c'est... Je crains de ne pas avoir la réponse, puisque c'est un jeu d'aller-venu, d'aller-retour, de reculade et d'avancée. Et là, cette scène que vous m'avez fait lire, quand j'y repense, là maintenant, je suis dans une frustration parce que je pense que j'ai eu peur, le jeu intime a eu peur d'aller plus loin. Et il est des faiblesses d'écrivain. Et il m'arrive comme ça d'arriver dans des zones qui me font peur, et j'effleure, et puis je fuis. Et là, je suis dans une scène d'intimité, et ces scènes-là, je suis pas... Je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin dans cette intimité-là, mais globalement, le combat qu'il y a dans mes bouquins est aussi un masque pour esquiver l'intime. Donc c'est une bataille que je mène contre moi-même. Arrête de masquer ton écriture avec des combats sociaux, des luttes, et va plus avant parce que, tout simplement, pour aller plus loin dans l'écriture. Et donc, voilà, il y a ce jeu qui a peur de lui. Et peut-être la peur de me tromper de jeu et la peur de m'approfondir dans un jeu qui ne serait pas le bon jeu. Et en attendant, c'est un peu comme regarder le monde et dire, bon, il y a 40 ans, j'avais 20 ans, et je me disais, il y aura une génération, enfin oui, nous allons inventer une république cosmopolite, l'évidence cosmopolite, et que tous ces jeunes noirs maghrébins mêlés aux Français par le truchement de la République et autres mouvements démocratiques, nous allions amorcer le nouveau récit français. 40 ans après, je m'aperçois que c'est en fait un pays qui appartient aux Blancs, comme il était il y a 40 ans, et que quiconque n'est pas blanc est dans une suspicion de lui-même et des autres, et qu'on en est toujours là. Et donc ce jeu, je le mets en suspens parce que ma mère, à 83 ans, a peur que Madame Le Pen gagne des élections et qu'elle la mette dans un bateau. Comme elle avait eu peur comme elle a eu peur il y a 40 ans. Avec François Mitterrand. Avec François Mitterrand, et après avec le père Le Pen. Et
Et donc, on en est encore là dans cet effroi de nos parents, de cette possibilité-là, alors qu'elle est, depuis plus de 70 ans, française, puisqu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en France. Et c'est quand même marrant que d'être pour l'immense majorité de ces vieux qui étaient nos parents, dans cette peur qui n'est pas dite, qui n'est pas montrée, d'être pas partie prenante de la grande famille. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans ce jeu qui est la peur du jeu, qui est la mienne. Merci Majid. Ça sent la fin. Elles ont applaudi toutes les quatre. Majid, on vous remercie infiniment. Merci à vous. Pour avoir partagé avec nous toutes et nous tous votre bibliothèque idéale. On remercie la médiathèque Jean-Pierre Melville. On remercie Bibliocité pour son partenariat avec les Filles du Loir. Et puis, simplement pour vous dire que les livres de Majid Cherfi sont en vente juste derrière grâce à la librairie Jonas. N'hésitez pas, Majid, vous accepterez sans doute de dédicacer... Voilà. Merci en tout cas à vous d'être venus pour cette bibliothèque idéale. Merci.